Panel, Madeleine Blais-Morin, Stéphanie Grandmont, Chantal Hébert, bonsoir. 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 Un petit mot sur la frontière. Je ne sais pas si vous avez entendu M. Charest qui dit avant septembre, ça serait étonnant, il y a des pressions contradictoires, c'est compliqué, le jeu politique. Chantal, je commence avec vous. Je posais la question à M. Charest, je vous la pose. Est-ce que, parce que M. Trudeau a été très, très critiqué au début sur toute cette question de frontières et de voyage, là, il veut être plus prudent que moins? Chantal. Non, je ne crois pas que ce soit la principale raison. Je pense que ça a beaucoup à voir avec l'opposition d'un certain nombre de premiers ministres. À premier titre, le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, il y a une joute politique entre ces deux gouvernements-là, dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, sur une question pratico-pratique, avant d'ouvrir la frontière aux Américains, il faudrait quand même l'ouvrir entre l'Ontario et le Québec, entre la région atlantique et le reste du Canada. Et ça me semble là, la première étape essentielle. J'ai entendu, oui, votre entrevue avec Jean Charest. Pour l'essentiel, ça correspond pas mal à ce qu'on entend à Ottawa. Très bien. Stéphanie, parce que la pression monte. Au sud, d'abord, les Américains veulent savoir quand est-ce qu'on sera prêt, et ici aussi. Bien, moi, je pense qu'effectivement, il vaut mieux être prudent parce que d'un point de vue épidémiologique, on ne veut pas se retrouver à aller trop vite puis être obligé de reculer. Mais d'un autre côté, peut-être que le gouvernement fédéral pourrait s'inspirer de ce qui s'est fait dans les provinces avec des plans de déconfinement où on met nos cartes sur la table puis on dit, bon, alors voici où est-ce qu'on s'en va. Parce que c'est vrai que dans le milieu des affaires, un peu partout, les gens qui ont des maisons de l'autre côté de la frontière, ça commence à devenir pressant, puis les gens veulent avoir des réponses. Donc, c'est peut-être une façon de s'en sortir. Puis aussi, on peut y aller graduellement parce qu'il y a des situations comme des gens qui sont double vaccinés et qui sont obligés de se soumettre à toutes les règles. Même le comité d'experts a souligné l'incohérence de tout ça. Peut-être qu'on peut commencer par appliquer une certaine forme de passeport vaccinal là, pour ces gens-là. Mais au moins, si le gouvernement nous disait où est-ce qu'on s'en va, ça serait, je pense, une bonne idée. Oui, le comité d'experts, Madeleine, qui avait conseillé que le confinement dans un hôtel à 14 jours était pas, à quelques jours, plus 14 jours à la maison, n'était pas nécessairement une bonne chose tout le temps, là. Qu'il fallait être plus souple. En fait, que c'était pas une bonne chose tout court. Parce que la règle était facilement contournable. Les gens pouvaient, par exemple, payer une amende plutôt que d'aller à l'hôtel et payer 2000 $ pour un séjour de 3 jours. Mais ce qu'on entend, là, c'est qu'il y a toute une couche de mesures de protection pour les frontières. Il y a cette quarantaine à l'hôtel, on la continue à la maison, il y a 3 tests à faire, un avant de partir, un à l'arrivée, un 10 jours plus tard lorsqu'on est en train de faire la quarantaine à la maison. Donc, ce que j'entends, c'est qu'on devrait avoir des signaux bientôt, à savoir que s'il y a certaines cibles qui sont respectées, je pense par exemple à des cibles de vaccination, on pourrait dire telle catégorie de personnes n'aurait plus à se soumettre à telle mesure. Par exemple, peut-être la quarantaine à l'hôtel. Mais je n'ai pas les détails. Je ne sais pas, par exemple, quelle catégorie de personnes pourront être exemptées de quelles mesures. Mais effectivement, la pression va devenir de plus en plus profonde, importante. Et c'est pas vrai que du jour au lendemain, le gouvernement va vouloir tout annuler, tout enlever. C'est sûr que ce sera progressif. Très bien. Ce qui aide un peu le gouvernement, c'est que comme M. Ford a mené sa bataille là-dessus, en clair, tous les malheurs qui se sont abattus sur l'Ontario sont venus de la frontière et donc c'est la faute de Justin Trudeau. C'est encore gênant pour les conservateurs à la Chambre des communes de monter aux barricades pour dire pourquoi vous ouvrez pas la frontière. C'est à peu près la meilleure carte dans le jeu du gouvernement, mais c'est sûr que d'ici la fin de l'été, et même avant ça, il va y avoir des allègements. Bon. Les deux, Michael, on apprend donc ce matin, le Globe nous apprend tractation de l'ambassadeur canadien à Pékin qui est allé rencontrer, entre autres, l'ambassadeur chinois à Washington, parce que les Américains, c'est incontournable pour résoudre cette équation-là, doivent jeter du lest un peu sur Men Wanzhou, sinon on ne voit pas comment ça peut se régler. Madeleine, parce que les Chinois sont clairs... Enfin, même s'ils ne sont pas clairs sur le lien entre les deux affaires, le sont quand même. Et si les Américains ne bougent pas, on ne voit pas d'où pourrait provenir la solution.
Qu'est-ce qui dérange, Jean, les Chinois, c'est que Meng Wanzhou est finalement détenue, même si elle est détenue dans de très bonnes conditions au Canada. Elle est au Canada et elle fait face à une demande d'extradition des États-Unis. Donc, nous, Canadiens, on est pris avec un problème qui se déroule entre les États-Unis et la Chine. Ce qu'on comprend, c'est que finalement, s'il y a des tractations entre les Américains et la compagnie Huawei pour avoir un accord de réparation, le Canada n'a rien à voir là-dedans. Mais le Canada peut devenir finalement quelqu'un qui encourage ce genre de négociations-là, ce genre de tractations-là. Et c'est, par exemple, ce que Dominic Barton a pu faire aux États-Unis, entre autres aussi avec l'ambassadrice du Canada aux États-Unis. Donc, notre rôle ou notre pouvoir de négociation à nous, Canadiens, est très, très, très limité, mais on peut du moins encourager puis dire que c'est très, très important pour nous. Stéphanie? Oui, c'est ça. Bien, effectivement, nous, on est vraiment dans une fâcheuse position là, entre l'arbre et l'écorce. Puis c'est difficile parce que personne ne veut trop marcher sur la peinture. D'un côté, bon, il y a plus d'espoir avec Joe Biden comme président des États-Unis qu'avec Donald Trump, mais ça reste que le département de la justice aux États-Unis est indépendant. Donc, est-ce que jusqu'à quel point il peut intervenir? Ça demande un petit peu de créativité là, du côté de la Maison-Blanche. Et puis, bien, ici, Mme Meng Wanzhou, bien, elle, ça fait 2 ans qu'elle dit qu'elle est pas coupable. Donc, est-ce qu'elle aurait vraiment envie là, de changer son fusil d'épaule, de reconnaître un certain nombre de choses? C'est des négociations qui sont loin d'être évidentes. Ouais. S'il y a un avion qui l'attend pour le ramener en Chine, peut-être. Chantal? En clair, il faudrait que les Américains offrent quelque chose à la Chine, que la Chine voudrait davantage que de continuer et avec Huawei à maintenir l'innocence de Huawei. Et effectivement, c'est pas le Canada qui a quelque chose à mettre sur la table. Ce qui n'aide pas non plus le Canada vis-à-vis de la Chine, c'est que c'est vrai qu'on n'est pas des grands joueurs dans cette partie-là et qu'on s'est fait prendre dans l'engrenage. Mais d'autre part, en loi canadienne, à la fin du processus, il y a une décision politique de la part du ministère fédéral de la Justice, à savoir si on dit oui ou non à une demande d'extradition. En clair, M. Lametti aurait le pouvoir de dire non. On ne fera pas ça, là. On s'entend en relation canado-américaine, etc. Mais si vous regardez non, ça de la perspective extérieure, David Lametti ne se lèvera pas un matin pour dire « je refuse d'accéder à la demande d'extradition qui aurait été trouvée légitime par les tribunaux canadiens. » Vous avez tout à fait raison. Enfin, c'est oui, mais il y a des gens qui ont fait pression, puis d'anciens juges de la Cour suprême ont dit il aurait fallu qu'on fasse ça, parce que là, il y a quand même 2 vies. OK, on va suivre ça. 900 jours, 2 ans et demi qui sont en jeu, puis il y a eu le procès. Alberta! Chantal, je commence avec vous, référendum. Non, on va écouter Jason Kenney et en français sur la péréquation, un petit extrait, puis ensuite, en anglais, oui, il dit « Le Québec a tout tu, a tout, toujours, fâché », on écoute. Ça ne changera pas la péréquation tout de suite parce que nous n'avons pas le pouvoir de le faire unilatéralement. Mais ça va élever jusqu'au sommet les demandes essentielles de l'Alberta pour une position plus juste dans la fédération. Giving Quebec a veto over New Brunswick's effort to revive the Energy East project while giving Quebec $1.3 billion in increased equalization payments. Pushing the tanker ban, Bill C-48, and the No More Pipelines Law, Bill C-69, through the House of Commons against objections from the majority of provinces and even the Canadian Senate. And extending the unfair equalization program by 5 years without giving Alberta a say. And so in 2019, Albertans decided they'd had enough, and they elected a new government. Le Québec qui a bloqué, qui a eu droit, dans les faits, dit-il, à un droit de veto en bloquant le projet d'Énergie-Est qui voulait amener le pétrole albertain vers les marchés extérieurs. Alors, Chantal Hébert, il faut dire aux gens, c'était la présentation de son référendum sur la péréquation. Il le reconnaît lui-même qu'il n'a pas de pouvoir sur ça, mais que ça va envoyer un message fort à Ottawa. Qu'est-ce que vous décodez? Il veut, comme une montgolfière, il veut remonter dans les sondages, quoi? Ce que je décode, c'est que Jason Kenney est un premier ministre en grande difficulté et que s'il est en grande difficulté, c'est parce qu'une partie des gens qui ont voté pour lui
ne veulent plus rien savoir de son leadership au même moment où on dévoile cette question référendaire dont, de son propre aveu, l'issue est déjà connue parce que non, on n'enlèvera pas la péréquation de la Constitution, à moins qu'il y ait le nombre requis de provinces pour le faire, et ça n'arrivera pas. Son ancien partenaire pour réunifier la droite, Brian Jean, qui était le chef du parti Wild Rose, disait il faut que Jason Kenney démissionne. Et les sondages, dans le moment, montrent que s'il y avait des élections en Alberta, le NPD remporterait un gouvernement majoritaire. Alors, c'est là qu'on est. M. Kenney essaie de recréer l'espèce de trame narrative qui l'a amené au pouvoir. Je ne suis pas convaincu qu'il y a aujourd'hui la crédibilité pour appuyer cette trame narrative ou que même au sein des provinces, il y a d'autres premiers ministres qui le regardent comme il y a 1 an et demi en disant voilà un leader à notre table, quelqu'un d'influent. C'est plutôt le contraire. C'est incroyable comme en 1 an et demi les choses. Bien évidemment, il y a la pandémie, mais pas changent. Stéphanie Grandmont, il veut reprojeter le même film et c'est ce qui l'avait amené là. Puis il était à l'époque populaire. C'était une de ses promesses électorales, là, ce référendum-là. Puis c'est vrai que effectivement, les gens en Alberta il y a une frustration réelle, là, puis une espèce de sentiment d'aliénation, comme quoi eux payent, et puis ils n'ont jamais eu de péréquation depuis 1964, alors que, bon, tout s'en vient au Québec. Évidemment, il y a beaucoup de faussetés qui sont véhiculées à travers ça. Et donc, il faut comprendre que la péréquation, la formule a été revue, et elle a été revue du temps de Stephen Harper, et le comité qui a travaillé là-dessus, qui a refait la formule, c'est Made in Alberta, parce que c'était un monsieur O'Brien qui le présidait. Donc, les Albertains qui se sentent vraiment là complètement lésés, qui trouvent que c'est tout à fait injuste. Il faut voir quand même que, en plus, c'est révisé régulièrement. Il y a un comité permanent qui est chargé de revoir cette formule-là de la péréquation. Puis, ce qui se passe, c'est que finalement, les Albertains, leur grand problème, c'est que malgré tout, malgré leur déboire des dernières années à cause du pétrole, ils restent riches. Alors, ils n'ont pas de péréquation pour la même raison que Bill Gates ne reçoit pas d'aide sociale. Ça a l'air un peu drôle à dire, mais c'est que en fait, ils ont... c'est pas que la formule est injuste, c'est qu'ils ont plus de contribuables qui sont aisés. Mais si on prenait un contribuable au Québec qui gagne 100 000 puis un autre en Alberta, il contribuerait de la même façon. Très bien. C'est juste qu'il y en a plus en Alberta. Madeleine, conclusion. Ouais. Je pense aussi qu'il veut essayer de recimenter son caucus aussi, parce qu'il est contesté à même son caucus. Là, le dernier incident en liste, c'est à propos d'un souper qu'il a eu avec ses proches conseillers, et il n'avait pas respecté la distanciation physique de 2 mètres. Donc là, il a dû s'excuser pour ça aujourd'hui, mais en fin de semaine, il y a des membres de son caucus, des députés ministres qui lui ont dit « excusez-vous ». Donc on voit que dans son propre caucus, il est en perte de légitimité. Donc il essaie de recimenter tout ça avec des idées qui font l'unanimité. Merci beaucoup à vous trois. Bonne soirée. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.